On va commencer par le début. Alors ici on a donc une ambulance du corps médical. Il faut savoir qu'à l'époque sous l'Empire, les armées françaises sont les seules à porter des soins médicaux tant aux soldats à tous les belligérants, tant aux ressortissants français qu'aux étrangers. Donc comme ce sont des troupes qui ne sont pas combattantes et pour les économies de bras, on va leur donner des dragues de troupes qui ne sont pas combattantes. Donc le service de santé va être représenté moins pour les infirmiers par des uniformes en drap marron. Le drap marron qu'on peut trouver communément à danger. Alors il faut savoir que c'est la Révolution qui commence à mettre en place ce service de soins aux blessés. Et ce service de soins aux blessés, il est réservé à tous les combattants, moins pour les armées françaises. Alors que les armées étrangères vont privilégier les soins portés à leurs propres ressortissants. Donc ce qui peut expliquer qu'effectivement les soins qui sont apportés aux blessés de toutes les nations va permettre aussi aux médecins de pouvoir aussi perfectionner et leurs connaissances et les soins impliqués. Sur la bataille de Wagram, qui se déroule au mois de juillet, les blessés sont relevés 4 ou 5 jours après la bataille. Donc ce qui veut dire que les gens sont laissés faire perdre leur sang et puis relever avec toutes les infections qui peuvent arriver. Donc on a le corps de santé, les ambulances. Donc ces ambulances, elles permettent de relever sur le champ de bataille les soldats blessés et de les éloigner. Alors ils sont tous rassemblés. Et puis les médecins qui sont sur place, alors il y a un médecin par régiment, donc les médecins sont tous rassemblés à un seul endroit, et puis ils pratiquent amputation sur amputation, et voilà. Là c'est l'artillerie, avec son train d'artillerie. Alors c'est pareil, une couleur qui va être communément donnée aux troupes qui ne sont pas considérées comme combattants, c'est le gras gris de fer, donc qui est un tenue plus ou moins neutre. Au départ, c'est Napoléon qui les militarise. Au départ, c'est les boîtes civiles qui amènent les canons sur le champ de bataille. Mais les civils, c'est pas des combattants. Dès que ça commence à siffler un petit peu sur les oreilles, les civils lâchent les canons et ils vont se mettre à l'abri. Donc Napoléon va les militariser. En les militarisant, ce sont des soldats et automatiquement, ils vont amener les pièces de canon au plus près de la bataille. Et après, ce sont les artilleurs qui les prennent en compte, qui les mettent en batterie, qui les chargent et qui les chargent. Alors, on va utiliser plusieurs calibres. L'armée française va utiliser le canon 4, le canon de 6, le 8 et le 12. On va vite s'apercevoir que le canon de 6, il y a très peu de gain de poids, donc c'est un calibre qu'on va abandonner. Par contre, ce sont des canons, c'est un calibre qui est très prisé, c'est les Autrichiens et c'est les Prussiens. Et quand on va les envahir et qu'on va les battre à pleine couture, effectivement, on mettra main basse sur leur artillerie. Et cette artillerie qui est cuite va être bien utilisée. Donc à un moment, Napoléon, au moment de la campagne de Russie, il va créer des compagnies d'artillerie régimentaires. Chaque régiment d'infanterie aura une compagnie d'artillerie avec ses canons de prise. Et le calibre n'est pas suffisamment intéressant pour se montrer vraiment imposant par rapport à l'ennemi, et ça sera plus ou moins abandonné. Ça sera juste pour la campagne de Russie, certains régiments qui seront équipés de cette compagnie d'artillerie régimentaire. Alors son poids du boulet en ligne, c'est-à-dire qu'un boulet de 4, c'est 2 kg. Donc à peu près 2 kg, c'est un boulet de 4, c'est à peu près le béton. Ça sont les colonnes d'artillerie des Beauval. Voilà. Ça voilà. C'est le système, disons que le système Griboval, avant la Révolution. Il est mis au point en 1777, donc c'est le système qui va prévaloir jusqu'en 1935, parce que Napoléon III utilisera encore des canons Griboval qui seront rayés cette fois-ci, avec une pilasse qui sont virées par l'arrière. Donc on va récupérer les mêmes canons qui seront retravaillés. Et donc c'est ce fameux train d'artillerie des Griboval, c'est-à-dire que pour un même train, on peut adapter dessus le même type de canon. C'est-à-dire que c'est adaptable pour la pièce de 4, la pièce de 8, de 6, de 8 et de 12. Alors 12, c'est le plus gros calibre. Ça vous fait un bon 12 livres, ça vous fait un boulet de 6 kg, qui a une portée de 1200 mètres. Quand le terrain est bien sec, le boulet fait 4 ou 5 rebonds. Donc c'est-à-dire que ça course de mettre ça. Il y a le canon qui peut l'arrêter. Il y en a qui aussi avec la poitrine qui vont me défendre d'accord. Alors on va passer à l'infanterie légère. Donc il y a deux sortes d'infanterie. En 1788, on décide de regrouper ce qu'on va appeler des légions. Des légions, c'est-à-dire une cavalerie légère et une infanterie légère.
il n'y a pas encore le terme de pouvoir spécifié. Et puis on va séparer ces deux corps, et cette fameuse cavalerie va devenir des chasseurs à cheval, et l'infanterie va devenir les chasseurs à pied. Donc c'est pour ça qu'on va regrouper au début de l'Empire ces deux sortes d'infanterie. Donc infanterie légère, donc ils se sont retrouvés avec un uniforme totalement bleu, dans lequel on va quand même retrouver pour les carabiniers les couleurs nationales. Celle-là, ils apparaissent beaucoup plus tard, ils apparaissent en 1806-1807, ce sont les fameux voltigeurs, où effectivement on va les distinguer au niveau du collet par cette couleur jaune jonquille. Et on va retrouver sur les uniformes de notre infanterie, tant de ligne que de légère, on va retrouver trois couleurs nationales. Un uniforme à fil bleu, et puis un collet rouge pour tout le monde, sachant qu'effectivement les grenadiers se différencient des pilotes et des fusiliers par le port des épaulettes, qui distingue l'élite et puis la coiffure. Cette coiffure va disparaître sous l'Empire parce que Napoléon ne donnera le bonnet d'oursin qu'à sa garde, et donc l'infanterie de ligne devra adopter le chapeau, mais il y a certains colonels qui trouveront encore des moyens de détourner le règlement, puisque on adoptera un bonnet à poil qui sera un peu plus haut, un peu plus court, qu'on appellera le callback, et qui sera l'ancêtre des coiffures qu'on va trouver sous Napoléon III, sous le terme de talpac. Mais on va les colonels, pour se différencier, donc justement pour faire ça. Le problème qu'il y a, c'est que sur un champ de bataille, quand vous avez la poudre, quand les canons ont tonné et que la poudre a parlé, vous avez une espèce de fumée qui surnage sur le champ de bataille. Et le problème des régiments, c'est qu'à l'époque, les corps d'armée, de moins, ce sont des régiments qui marchent en demi-brigade. Donc ce sont deux régiments d'infanterie. Et puis, pour le colonel, dans la bataille, il faut se faire voir par l'empereur. Parce que l'empereur, il est quand même habillé du champ de bataille, il laisse sa lorgnette. Et puis, si tout le monde est habillé pareil, le colonel, il va se dire, moi, dans la masse, personne ne me voit. Donc le colonel, il va essayer de se différencier par rapport au régiment d'à côté. Donc, on va essayer de donner un petit truc. Alors, il y en a qui vont avoir le bonnet un petit peu plus haut, ou des couleurs un peu plus voyantes. Et on va essayer de sortir un petit peu du règlement. Puis l'empereur, tant que l'empereur dit rien, on insiste un petit peu. C'est les musiciens auxquels on va donner une tenue qui n'est pas dans le règlement. Et il y a deux sortes de musiciens aussi dans les régiments. Vous avez les musiciens régimentaires qui sont les trompettes et qui sont les tambours, qui eux sont des soldats. Et puis vous avez une fanfare. C'est-à-dire que ce sont les musiciens gagistes et qui sont payés sur la caisse du régiment. Alors eux, ils marchent en tête du régiment, c'est la fanfare, alors ils défilent en tête. Donc ils ont un uniforme tout à fait à part qui est payé par la caisse de l'officier. Et puis nos tambours et nos trompettes, qui sont eux des vrais soldats. Alors, si vous regardez à Belgance et tous les films de guerre de l'époque, alors ils marchent pas en tête les tambours, ni les trompettes. Les trompettes, ils marchent derrière avec les drapeaux. Et derrière le colonel, le colonel a une vue, et quand le colonel dit on tourne à gauche, il y a une batterie particulière, le tambour-major, il met sa canne d'un certain côté, les types jouent, et puis les mecs qui sont tour à côté, hop, et hop, les ordres sont répercutés par le capitaine, le lieutenant, les sergents, les caporaux, et puis tout le monde tourne à gauche. Ça prend un certain temps, mais celui qui a la vista, c'est le colonel qui est sur son cheval, donc qui est jugé un petit peu plus haut que les autres, qui a la vista, qui suit les ordres du général et qui oriente un petit peu la troupe. Donc les ordres sont donnés par les instruments de musique, donc c'est pour ça qu'ils sont à proximité du colonel, du chef de corps, et celui qui ordonne. Donc ils ne sont pas en tête, parce que s'ils se font mitrailler à la première rafale, il n'y a plus d'ordre qui est donné. Donc automatiquement ils marchent avec les drapeaux, et ils sont derrière, ils sont en arrière. Dans le cinéma déjà, vous mettez une croix quand vous voyez, voilà. Donc ici on a deux types d'infanterie légère. Donc ici on a donc un voltigeur, donc ils sont reconnaissables, ils sont créés en 1806-1807. Napoléon s'était rendu compte que les hommes de petite taille, ils échappent au service militaire, et puis il n'y a pas de raison que les petits, ils y échappent quand les grands, ils y vont quand même. Donc on fixe une date, et puis dans l'idée de l'empereur, les voltigeurs c'était des soldats qui devaient être de petite taille, mais qui devaient être suffisamment lestes pour pouvoir être pris en croupe des cavaliers. Donc au départ, c'était une espèce d'infanterie portée, cavalier pour des voltigeurs derrière, on traversait les lignes ennemies, puis hop, on larguait nos voltigeurs, et puis hop, ils fonçaient dans le dos de l'ennemi. Donc on va privilégier les hommes de petite taille, et puis pour bien montrer aux yeux de l'empereur que les voltigeurs et les hommes de petite taille avaient aussi leur importance, et il les a qualifiés comme soldats d'élite. C'est-à-dire que le mec était entre ni trop grand pour être grenadier, ni trop petit pour être voltigeur, il était dans les régiments de ligne, et puis il faisait avec. Donc
Voilà, donc les grands qui sont privilégiés, en grenadier ou en carabinier, et puis les petits avec distinctif chamois chez les voltigeurs. Ici, vous avez un soldat espagnol du régiment Joseph Napoléon. Donc ce sont ce qu'on appelait ces soldats francesados, c'est-à-dire que ces soldats qui étaient favorables à l'Empire, qui ont suivi, qui sont entrés dans les groupes de Joseph Napoléon. Alors pourquoi il est ici, ce soldat? J'avais insisté auprès de Claire, c'est justement parce que le dépôt de ces soldats espagnols était à Montpellier. Donc c'est ce qui explique la présence de ces soldats espagnols sur cette fresque, parce que le dépôt de ces soldats était à Montpellier. Donc voilà, vous avez un autre ici. Bon, bah, des femmes qu'on ne vous présente pas, hein, en costume d'époque, hein, qui voient défiler des grenadiers en tenue de route. Pantalon et puis en tenue de parade avec la culotte. Alors suivant la saison, hein, les guêtres sont blanches en été et sont noires en hiver. Et le fameux bonnet à poil avec la plaque qui distingue les grenadiers des chasseurs à pied. Donc les chasseurs à pied sont à l'infanterie légère, puisque les grenadiers sont à l'infanterie de ligne. Le tambour de grenadier. Donc on retrouve toujours sur nos uniformes armées françaises les trois couleurs nationales, hein, le bleu, le blanc et le rouge. Bah, tout soldat pendant sa giverne son bâton de maréchal, hein, on connaît cette phrase. Toujours une tête de colonne. Les armoiries de la famille Bonaparte. Pourquoi une coiffure différente? Parce que c'est l'artiste qui a représenté à la fois des grenadiers, voilà. Et puis des fantassins de la ligne avec le chapeau. C'est le sapeur là en premier. Pourquoi le sapeur à la C'est le sapeur. Alors les sapeurs, c'est une tradition qui vient de Louis XV, où effectivement on va mettre en tête de chaque régiment des soldats qui sont relativement costauds et qui sont censés. À l'époque, on appelait il y avait les soldats charpentiers. Et ces soldats charpentiers étaient censés, pour l'avancée des troupes, faire un pont pour combler un fossé, pour passer dessus. Et puis on a un petit peu réduit le nombre et on avait mis à la tête de chaque compagnie de sapeurs. Et puis on les a plus ou moins relégués après à des régiments pour les mineurs, mais par tradition, on a conservé deux sapeurs au sein des compagnies, donc qui se différencient effectivement par le port de cet habillé en cuir, cette hache. Alors là, je ne sais pas toujours porter comme ça en sautoir. Hein. Ils ont un petit fusil, ils ont ce qu'ils appellent un mousqueton, qui est un fusil qui est un peu plus court. Et la hache, elle est portée dans le dos quand les gars combattent. Mais effectivement, il y a deux ouvriers qu'on appelle charpentiers ou du moins sapeurs. C'est l'ancêtre de la Légion. Disons que non, comme la Légion est créée beaucoup plus tard, ils ont repris les traditions, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait encore des charpentiers. C'est le sapeur de la Légion. Oui, mais le génie étant une arme à part entière, effectivement, oui. Oui. Tiens, Jean-Noël. Une question. Le port du casque militaire apparaît quand? Le port du casque militaire, il apparaît avec. Il apparaît sous Louis XV pour certaines catégories d'armes. Pour les sapeurs mineurs, pour les gens qui creusent les tranchées, ils sont coiffés d'un casque, puisque les types sont en première ligne. Donc ils creusent les trous justement pour permettre justement les lignes de pénétration au moment des fortifications. Donc ces types-là sont revêtus d'une cuirasse et d'un casque qui résiste aux balles. Donc il est encore porté sous l'Empire, sous le Premier Empire, et jusque sous Napoléon III. Et après, le casque va devenir une coiffure de protection avec la guerre de 14. Donc à partir de 16, on va commencer à se protéger avec une coiffure métallique, parce que justement, les blessures, voilà. Les seuls qui vont porter un casque, ce sont les cavaliers. Voilà. Cuirassiers et carabiniers, parce qu'effectivement, les dragons, à partir de 1776, vont porter un petit casque de cuir. C'est pas un truc grand chose, hein, c'est un petit bandeau de cuir sur lequel on met un petit sommet en cuivre qui est tenu par 4 ou 5 agrafes. Mais le cuivre, c'est pas un métal. Donc c'est juste, ça va ralentir le coup de sabre, mais pas, voilà, ça va du moins ça va ralentir, mais ça va pas empêcher les blessures. Le casque poli dont parle Victor Hugo, tous de Belgrade, aussi de Rivoli, pourquoi le noir colbac,
ou le casque poli? Le casque poli, c'est les cuirassiers. Ouais. Les cuirassiers portent le casque en acier donc blanc, et qui vont se différencier des dragons qui eux portent un casque en cuivre qui est jaune. Alors, après, suivant la fortune de l'officier, alors il y a un modèle réglementaire qui sort des arsenaux de l'époque, et donc qui est confié donc après au régiment, et puis après les officiers, suivant leur fortune, se payent un casque. Alors voilà, donc effectivement les dragons de la garde vont bien se différencier. Ce sont les seuls de la cavalerie de la garde qui vont porter un casque, puisque les dragons sont considérés comme troupes d'élite. Il n'y a pas des dragons dans la garde, mais il n'y a pas de cuirassiers dans la garde. Ce sont tous des régiments de ligne, donc il y a 12 régiments de cuirassiers, ils seront portés à 14. Avec l'avènement de l'Empire, mais les casques de dragons de la garde impériale vont se différencier avec ce qu'on appelle le casque à la mineure, donc un casque à la grecque qui reverbère en arrière avec un recouvert de panthère, donc suivant la fontaine de l'officier. Il y a de très beaux exemplaires aussi. Vous allez à Fontainebleau, au musée de Fontainebleau, et puis à la Malmedy. Au château de l'Empéry. Là on a un officier, alors il n'est pas normalement s'il est coiffé de son bonnet de police, il n'est pas en position de service. C'est une position qu'on a la petite tenue du matin. Jusqu'à 10h du matin, les officiers sont autorisés à porter une tenue décontractée, et après 10h du matin, ils doivent revêtir ce qu'on appelle la tenue. Donc les officiers sont reconnaissables parce qu'on appelle cette pièce-là, qui s'appelle un hausse-col. C'est l'ancêtre du gorgerin à l'époque où les hommes étaient armés, étaient équipés d'armure. Donc quand il est en service, un officier en service porte le hausse-col. Alors par contre, ça devient une pièce repérable. À l'époque, il n'y a pas encore des tireurs d'élite parce qu'il n'y a pas de fusil à lunettes, mais vous avez toujours des gens qui savent se servir d'un fusil et qui repèrent dans la mêlée, quand il y a un éclat de soleil qui fait reluire un hausse-col, on repère l'officier. On sait qu'en tirant sur l'officier, automatiquement la chaîne du commandement elle est rompue. Donc plus d'ordres peuvent être donnés, et puis une troupe qui se retrouve sans ordre, elle a vite fait d'étaler. Donc le hausse-col va être au service que dans les 1800, on retrouve surtout sur la 3, cette pièce de commandement qui marque qu'un officier est en service. Là on a un soldat italien. Alors évidemment les soldats français sont en bleu, les Italiens sont en vert. En vert ou en blanc. Donc on a affaire à un grenadier de la garde italienne, parce que pas encore un grenadier, mais là celui-là il est français. Alors, il y a un règlement qui est institué au niveau des uniformes. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure que les colonels cherchent toujours à se distinguer un petit peu, certains régiments vont se distinguer par l'infanterie de ligne avec c'est les boutons jaunes, boutons dorés, et l'infanterie de ligne avec les boutons blancs, les boutons en étain. Et puis pour un régiment, pour se faire reconnaître, on va peut-être oublier de mettre la couleur rouge sur le collet pour on veut marquer des différences. Donc effectivement il y a un règlement, et puis comme on dit, les règlements c'est comme les jolies femmes, c'est fait pour les violer. C'est pas moi qui le dis. Donc voilà, on voit encore ici un exemple d'uniforme qui a été porté à l'époque, où effectivement le colonel a estimé que on devait faire un petit impair sur les règlements. Et puis il ne faut pas oublier non plus que l'habit il a une durée de vie de 3 ans. Ouais, une durée de vie de 3 ans quand vous êtes en caserne à Montpellier. Mais quand vous êtes en campagne, votre uniforme il s'use relativement vite. Vous avez dans les histoires, dans les mémoires de Bourgogne ou de... Pas de Bourgogne, celui qui a fait la campagne d'Égypte et qui raconte qu'il est au siège de Dromadaire, voilà, le Dromadaire François. Ouais. Il protège les copains, ses collègues qui sont en train de faire la sape, en train de miner, et lui, comme il est bon tireur, il est à la tranchée, et puis tous les Turcs ou les Anglais qui se présentent à la et puis le soir il se rend compte que son uniforme, il est tout balafré, il va récupérer un uniforme sur un cadavre. C'est des choses qui sont courantes. Donc c'est pas toujours obligatoirement l'uniforme de son régiment. Les régiments ont tous la même tenue. La seule truc qui est différencié, c'est le numéro sur le numéro du bouton. Alors cette fois on vous dit mais j'ai fait une fouille à tel machin, et puis on n'a pas retrouvé ce régiment ne figure pas à cette bataille-là. Alors il faut savoir que par tradition, les soldats cousaient toujours un bouton du dernier régiment qu'ils avaient quitté. Donc des fois ce qui peut expliquer la présence sur des champs de bataille de boutons d'uniforme de régiments qui n'y étaient pas, mais par contre effectivement il y avait un soldat qui avait servi notre régiment puis qui avait conservé sur son uniforme. Il y a l'uniforme du maréchal d'Ornano, je ne sais plus c'est qu'il est conservé, où effectivement aucun des boutons de la tenue
n'est identique. Mais bon, mais lui c'est un cousin de l'empereur, on peut rien lui dire. Ah, celui-là il me tient à cœur, celui-là. Mais pourquoi? C'est un tirailleur corse. Alors j'ai eu de la chance parce que c'est classé. J'ai présenté la photo à la peintre, voilà, et j'ai dit oh, ça me fait plaisir et tout ça. Bon, alors le vert, pourquoi? Bah, le vert, c'est la couleur militaire des Corses. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ce collet apparaît au collet vert. Toujours est-il que chez les Prussiens, les Corses ont été surnommés les collets verts. Voilà. Alors, donc ils sont distingués avec des pattes, les parements et les pattes de parement de couleur verte et le collet vert. Il faut savoir que les Corses qui vont servir en Italie, à Naples, vont porter le même uniforme avec le vert distingué d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils vont avoir juste les parements et le collet. Sachant que le vert, c'est aussi la couleur de Napoléon. Et ce vert, alors, je veux pas, vous allez me traiter de gros chauvin et vous allez me fusiller. Vous allez me fusiller à coup de châtaigne, à coup de figue. Mais vous savez que l'empereur Napoléon était toujours habillé en vert. Il ne portait que l'uniforme bleu que les dimanches. La tenue de tous les jours, c'est le vert. Cette couleur verte, elle vient du fait que Catherine de Médicis, a offert à Sampiero Corso, quand il combattait pour la Corse, des drapeaux à fond vert. Elle a offert 10 drapeaux à Sampiero Corso pour ses compagnies. Donc on peut supposer qu'effectivement, Napoléon, à l'époque, jeune Bonaparte, qui avait voulu écrire l'histoire de la Corse, l'histoire militaire de la Corse, connaissait bien l'histoire de son île. Et qu'il ait voulu effectivement revêtir cet uniforme vert qui pourrait effectivement rappeler les couleurs militaires des Corses. Sachant qu'effectivement Pascal Paoli, portait également un uniforme à fond vert. C'est dommage, c'est parce que le seul tableau qui le représente à la bataille de Pontenovre, l'uniforme n'est pas vert, il est à fond bleu. Mais les témoins d'époque disent que Paoli revêtait un habit de couleur verte. Donc le vert, c'est la couleur militaire des Corses depuis Sampiero Corso. Bon, bah, toujours des musiciens, hein, donc musiciens, voilà. Donc, alors, les fifres et les tambours, ce sont des musiciens régimentaires. Donc les commandements sont donnés par les musiciens. On avance, on recule, on va à droite, on va à gauche, ce sont les musiciens qui donnent. Maintenant quand il faut faire une obade, les officiers, chaque officier, on paye des musiciens et puis il faut danser les soldats avec les filles du village. Les tambours des fifres font partie des voilà les fameux dragons de l'impératrice. Et en plus commandé par un Corse. Ah, elle est pas belle la vie. C'est Dornano qui va les commander. Il va quitter les tirailleurs corses. En plus il va filer le commandement de mes ancêtres. Bon, à Antoine François Morandini. Et donc il va commander les dragons de l'impératrice. Donc ils vont alors un casque richement orné, un pot de léopard sur le pourtour du casque et sur la visière. Pourquoi? C'est la garde. C'est la garde, monsieur. La garde, elle lui a montré que c'est la garde impériale. Et pour elle, il n'y a rien d'autre. Hein, tous les plus le calibrité dans la garde impériale. Donc on retrouve la garde, hein, on retrouve le canon et puis la couronne impériale. Les autres, on va avoir le numéro du régiment. Ah, vous le connaissez celui-là? C'est à Montpellier, c'est Louis Le Pic, à la bataille d'Eylau. Quand il traverse tous les rangs prussiens, les Russes, et puis qu'il revient vers l'empereur, et puis l'empereur a dit oh, j'ai cru que vous n'allez pas vous en tirer, et puis il dit bah écoutez sire, vous n'apprendrez jamais que la mort. Et le pauvre Le Pic, il arrive devant l'empereur, il a perdu une botte, il est baissé à la cuisse, il a pris un coup d'esponton. Rappelons qu'il est colonel. Alors il est colonel général. Et l'empereur l'appelle mon général. Général, je vous croyais perdu. Oui, parce que dans la garde impériale, ils ont tous un galon de plus par rapport à la garde. Donc un colonel de la garde impériale a le rang d'un général de la Ligue. Donc on parle de colonel généraux. Des titres qui sont un petit peu récupérés par rapport aux titres royaux où le roi de France est colonel de tous ces régiments. Donc en tant que chef de corps de tous ces régiments, donc automatiquement le
l'officier qui commande le régiment n'est que le lieutenant-colonel ou le colonel général. Donc voilà. Mais pas d'avoir gagné 40 batailles, voilà, ça se prend, voilà quoi. La garde rapprochée de l'empereur, chasseur à cheval. Alors, on dirait que c'est un petit peu le GIGN de l'époque. Hein. Là, c'est ceux qui encadrent le carrosse impérial. Il y a, au départ, ça commence par une compagnie, et puis ça finit par un régiment, 10 escadrons, dont les fameux Mamelouks, survivants d'Égypte. Il y a Sainte-Hélène. Il manquait Murat. Ça, ce sont les drapeaux. Disposition de 1804, effectivement on va retrouver, mais ça peut être l'empereur des Français ou à tel régiment. Et puis l'empereur a estimé que ça manquait un petit peu de gloriole. On trouvait effectivement les 3 couleurs nationales. Et l'empereur a dit on va revenir aux probandes verticales. Comme ça permettra de lire, comme ça il pourra lire les batailles auxquelles les régiments ont participé. Donc à partir de 1808, 1808, on va revenir aux drapeaux aux bandes verticales, et puis donc il y aura l'empereur au régiment machin, et puis derrière il y aura les batailles auxquelles tous les régiments auront participé. Et puis cette tradition qui existe encore dans nos régiments, puisque sur les drapeaux, effectivement, il y a la devise, et puis derrière les batailles auxquelles les régiments ont participé. Bon, un tambour régimentaire, hein, le corps. Il s'entraîne à des tambours. Encore un chasseur à pied, je vous disais, voilà, un chasseur à pied. Donc les chasseurs se distinguent justement par un bonnet à poil, sans plaque. Mais on retrouve toujours sur l'uniforme les 3 couleurs nationales. Ah, hussard. Ah, hussard. Donc notre hussard en étonnement. Et cette pièce-là, donc ça se porte l'hiver. Mais en service courant à la bataille, ça portait sur l'épaule gauche, parce que la main gauche tient les rênes du cheval, la main droite le sabre. Et effectivement, le devant mis de cette façon protège la bras qui dirige pour pouvoir sabrer aisément. Donc, à un moment, les trompettes sont montées sur des chevals blancs, par des chevaux gris, parce que pareil que les chevaux blancs, ça existe. Donc il y en a qu'un qui a le cheval blanc, enfin le cheval gris, c'est le colonel et les trompettes. Alors pareil, les trompettes, ils ne sont pas derrière. Le colonel marche avance en tête de son régiment, les trompettes sont derrière et répercutent les ordres du colonel. Alors je ne sais pas si vous avez lu les mémoires de Marbot. À un moment, Marbot, il raconte dans ses mémoires que lors d'une charge, il dépasse son colonel. Le colonel est vexé, à la fin de la bataille, il appelle Marbot et Marbot lui dit écoute Marbot, t'es bien gentil, mais quand je charge à la tête du régiment, vous êtes derrière. Donc à la prochaine bataille, vous me donnerez votre sabre et vos pistolets, puis vous chargerez, puis à vous de vous démerder pour vous retrouver un sabre et puis des pistolets pour vous défendre. Donc ça prouve qu'effectivement à l'époque, on savait vivre, et donc enfin, les colonels savaient vivre, mais ils savaient aussi mourir et ils savaient commander un régiment. Là, c'est l'illustration d'une mise en batterie d'une pièce, avec une pièce de canon. Voilà. Bon, normalement, ils sont beaucoup plus nombreux. Une pièce de 4, c'est 10 servants. Une pièce de 6, c'est 10 servants. Et une pièce de 12, c'est 12 servants. Alors, il faut savoir que alors, il y a des boulets qui sont préparés déjà. Donc, chaque canon, quand il avance, il bénéficie d'un coffret où il y a 12 coups. 12 coups prêts à tirer. Donc, c'est une charge de poudre. Un boulet et l'ensemble est cerclé, et c'est dans une pièce. Et puis il est prévu un chariot pour chacune des pièces. Donc il faut savoir que pour chaque pièce qu'il va tirer, il y a un chargement qui suit derrière pour l'approvisionner. Donc un chariot de tir pour chaque canon. Donc chaque canon est mis en batterie avec évidemment les coups à tirer qui ne sont pas trop loin non plus, mais non pas trop près non plus, au cas où c'est l'objet d'un tir ennemi, parce que c'est de la poudre noire, et la poudre noire ça explose et ça fait des dégâts. Alors, évidemment, le but de la manœuvre, c'est quand on a. Alors, l'artillerie c'est fait pour quoi? L'artillerie d'abord c'est fait pour démoraliser l'adversaire. Il faut attendre Châtellerault de la Clos, l'auteur des enjeux,
pour inventer l'obus creux. C'est-à-dire que c'est un obus qui est rempli de poudre, il est creux, rempli de poudre, il y a une mèche retardante, et on le balance, et puis suivant le minutage de la mèche, ça pète au bout d'un certain temps. Les Allemands sont beaucoup plus vicieux parce qu'ils vont inventer le shrapnel, donc lui qui va exploser et qui dans les dégâts seront extrêmement blessants. Et donc le but de la manœuvre, c'est de porter, on va dire c'est pas les militaires appellent, je trouve plus le terme. Bon, il faut éviter semer dans les rangs ennemis un petit peu de terreur. Alors comment on s'y prend? Une canonnade, ça fait du bruit, ça fait beaucoup de fumée, et au bout d'un moment, le champ de bataille il est envahi de fumée, on ne voit pas grand chose. Donc on tire des coups. Oui, et puis il faut que ça fait beaucoup de bruit un canon. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'un boulet, une fois qu'il est parti, on attend beaucoup du ricochet. C'est-à-dire qu'on sait qu'un boulet qui va rentrer dans une d'homme, si le régiment est sur trois lignes, il va faucher que les hommes. Puis après on va boucher le tout. Donc il faut justement provoquer cette espèce d'effroi au sein des troupes, effectivement. C'est le bruit. C'est pas mortel le canon. Enfin, c'est pas le. Je veux dire, comment vous expliquer ça? C'est pas l'artillerie d'aujourd'hui. Effectivement, un obus éclate, vous avez des projections et puis ça blesse. À l'époque, c'est beaucoup de bruit, on va dire beaucoup de bruit pour rien, mais les obus, vous avez beaucoup, suivant le terrain sur lequel vous tirez, vous avez les boulets qui s'enterrent, ou les boulets ricochent, mais bon, ça peut vous passer à côté. Et puis vous avez, donc voilà, on va dire c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de poudre en l'air, c'est beaucoup de trucs, puisqu'on dit que pour tuer un homme, il faut lancer son plomb. Donc l'artillerie concrétise également, fait partie à cette partie de ça. Donc Napoléon va avoir l'idée de ce qu'on appelle les grandes batteries, où on va aligner effectivement plusieurs canons en ligne, et puis on va assommer l'adversaire de canons, mais c'est surtout pour le démoraliser. Et puis une fois que l'adversaire a subi une canonnade, on va envoyer dans l'infanterie. C'est surtout, comment ça s'appelle, une histoire aussi pour un petit peu tromper. On sait qu'on va attaquer l'ennemi par les ailes, et ben on va assommer son centre, de façon à ce que si on travaille sur le centre, on va automatiquement dégarnir les ailes, parce qu'on sait que le centre, les hommes sont touchés, donc on dégarnit un petit peu les ailes. Donc ça a surtout un effet démoralisateur, l'artillerie. Ça n'a pas du tout l'effet qu'on escompte aujourd'hui. Donc elle a un effet démoralisateur par le bruit qu'elle provoque et par les blessures qu'elle provoque également. Mais on ne peut pas comparer avec l'artillerie comme elle est employée aujourd'hui. Mais par contre, elle est servie par des gens, par des mathématiciens, enfin je veux dire les types qui font des calculs, il faut que ça pète à tel endroit et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une arme savante, l'artillerie. Mais à l'époque, Napoléon à Austerlitz a moins de canons par exemple qu'un vaisseau qu'une frégate qui en comporte 64. Donc voilà, donc l'artillerie, en fin de compte, c'est son utilisation qui va faire qu'on peut faire basculer une bataille, obtenir une victoire, comme on peut obtenir une défaite. Napoléon, je crois qu'à Austerlitz, il doit disposer de 39 canons, pas plus quoi. Donc son artillerie est tellement bien disposée qu'effectivement, il arrive à faire basculer la victoire de son côté. Donc l'artillerie, ici c'est celle de la garde, donc ils sont reconnaissables, c'est tout ce fameux modèle cette visière, qui vont être ceux d'ailleurs apportés à la garde impériale. Donc les pièces, vous disiez, la garde impériale va utiliser ce qu'on appelle les pièces de 12, donc un boulet de 6 livres, enfin de 12 livres, c'est-à-dire 6 kilos. Ces fameuses pièces de 12 qu'on va appeler les fichiers militaires, celles-ci vont faire partie de ce qu'on appelle la réserve, l'artillerie de réserve. Chaque région d'artillerie va disposer de pièces de 4, de pièces de 8. Et quand on a vraiment besoin de grosses pièces pour faire le trou, pour faire la mêlée, à ce moment-là, on fait intervenir l'artillerie de la garde. C'est vraiment c'est l'arme, on va dire, pour vraiment faire le trou, pour faire une percée. C'est pas utilisé comme on peut utiliser maintenant, comme on est utilisé en 14, 18, l'artillerie c'est utilisé pour une manière militaire. Donc c'est pareil aussi par rapport à l'arme qu'on utilise, la façon d'utiliser. Les ordres de conscription, donc les jeunes sont rassemblés à la préfecture, au chef de préfecture,
il y a autant de boules qu'il y a de jeunes qui sont présents. Ils passent d'abord une visite médicale, on les mesure, on les pèse et tout. On vérifie l'état des dents. Très important parce qu'on déchire la cartouche avec les dents pour utiliser le fusil. D'où les dents du bonheur. Hein, Explique les dents du bonheur. Les dents séparées, après les dents du bonheur, ils ne pouvaient pas aller à la guerre parce qu'ils ne pouvaient pas déchirer les cartouches. On se passait les gens pour pas y aller. Donc la conscription elle est faite devant le préfet, le maire, un officier de l'armée et les jeunes qui reçoivent un numéro. Alors il y a 3 sortes de numéros. Les numéros les plus bas, c'est ceux qui vont partir. Les numéros les plus hauts, c'est ceux qui vont rester. Et puis les numéros du milieu, c'est ceux qui vont constituer la réserve. Qui risquent qui peuvent être appelables. Et puis vers la fin de l'Empire, comme on aura besoin de plus en plus d'hommes, eh ben on ira aller chercher ceux qui n'étaient pas rappelables, on ira les chercher. Un gendarme. Alors c'est les seuls à avoir conservé, au moins au niveau des troupes, c'était le bicorne qui vont conserver très tard, parce que jusqu'en 1904, il sera remplacé que par le képi. Il n'y a que les gendarmes de Corse qui vont porter le shako. Ils sont reconnaissables, hein, donc les banderoles blancs, jaunes, ocre, bordées de blanc, avec les grenades sur les retroussis, et puis les trèfles et les aiguillettes. Il y a un officier donc, qui mesure un conscrit, hein, la taille, les trois tailles, hein, entre les grands chez les grenadiers et puis les petits chez les voltigeurs, et ceux du milieu dans la ligne. Hein. Et le conscrit, il a ses chaussures hein, pour être mesuré, normalement. Oui, normalement, Coignet raconte que dans ses mémoires, pour faire la maille, il a mis ses chaussettes. Enfin, il n'en avait pas besoin. Il a des jeux de cartes. Des jeux de cartes, oui. Enfin, dans la mesure où... Il avait une arme d'honneur, donc il n'avait pas besoin d'avoir la taille. Il n'avait pas besoin d'avoir la maille. Regardez les chaussures. C'était les gendarmes. Une arme d'honneur en Italie. Donc des costumes d'époque, hein, j'ai dessiné clair. Bon, au repos, ce pouvait être une tente. Hein. Bon, alors la tente, c'est quand on se pose pour faire le camp. Hein. Parce que l'armée française, par rapport aux autres armées, justement, ce qui l'a différencié, c'est justement sa vitesse de déplacement, puisque les gars se déplaçaient sans rien du tout. Quoi, hein. Donc, vous connaissez la différence qu'il y a entre un manteau et une capote. Un manteau, une seule rangée de boutons. Une capote 2. Pourquoi 2 ? Parce que le soir, pour s'endormir, on se mettait le manteau à l'envers, ça c'est les manches, et puis on boutonnait avec le bouton du voisin. Ce qui faisait que ça avait une grande couverture, et il y avait le feu au milieu. Pas con, hein. Les artilleries, hein, sur une botte avec des tentes. Bon, les Français n'ont pas beaucoup campé, hein. Ils ont campé les camps de Boulogne, différents camps pour l'invasion de l'Angleterre, donc de 1803 à 1805. Et puis après, quand ils se sont retrouvés en Autriche, à partir de 1809, quand ils ont occupé, ou effectivement en Autriche et en Bavière, ils se sont installés, ils ont fait des camps. D'ailleurs, les Russes, quand ils sont arrivés en 1813, ils se sont retrouvés en Allemagne sur les anciens vestiges des camps français, avaient trouvé que ces camps étaient quand même relativement bien faits, relativement bien conçus. D'ailleurs, c'est l'objet de trous et de fouilles où on trouve encore des objets relativement intéressants, des boutons, des pièces de monnaie. Bon, des armes en faisceau. Le faisceau, pourquoi ? Parce que comme les hommes se réunissaient par section, chaque ligne alignée à côté de ses lignes, il permettait à chacun de retrouver son arme. Et en cas de on savait essayer automatiquement où se trouver pour pouvoir le prendre, pour pouvoir se mettre dans les rangs et repartir. Là, lequel nous a représenté, c'est la tente de l'empereur. Alors l'empereur, avec la cochée au milieu de ses hommes, il y a un tableau qui est célèbre, c'est la bataille d'Ebersberg en 1809, le 3 mai 1809, où effectivement le soir l'empereur va coucher Ebersberg. C'est à l'époque où l'armée de l'empereur cherche des ponts pour traverser l'Inn, pour traverser après le Danube. Donc on essaye de contourner les Autrichiens pour les prendre à revers. C'est la fameuse course pour les ponts. Et donc à Ebersberg, le corps de Masséna va tomber sur les Autrichiens. Il y aura une bataille qui va être célèbre et le soir l'empereur va coucher sur le champ de bataille. Et donc il y a un tonnet à représenter justement le bivouac de l'empereur à Ebersberg, ce champ de bataille d'Ebersberg où on voit au fond le château qui normalement dans les faits est en flammes, et là tonnet a représenté justement effectivement le château ne brûle pas.
mais c'est un des événements où effectivement les tirailleurs corses, je vais revenir encore à eux, se sont relativement distingués en prenant ce pont qui est, pour Napoléon était comparable au pont à la bataille de Lodi, où justement il fallait franchir ce bras sur la Rhône et pour arriver dans la ville où s'étaient réfugiés, c'était retrancher les Autrichiens. Les contemporains racontent que les pieds d'artillerie sont passés sur les corps des soldats qui étaient blessés et mourants, justement pour pouvoir avancer dans les villes. Enfin, des combats de rue. Je découvre avec vous. Les carabiniers, 2 régiments de carabiniers, c'est les ancêtres des carabiniers. Donc ils sont créés sous Louis XIV, parce que la carabine c'était une arme qui est relativement récente sous Louis XIV, parce que c'est une arme à canon rayé. Donc la balle, il faut l'engager avec force, puisque le canon est rayé, et ça donne automatiquement beaucoup plus de précision à la balle. Alors que les mousquetaires, qui sont également à l'époque de Louis XIV, mais qui sont également des cavaliers, l'âme de l'arme est lisse, ça donne une course un petit peu aléatoire à la balle. Donc ces carabiniers ils vont survivre à toutes les époques, et quand ils arrivent Alors au départ, ils ne sont pas comme ça sur l'évolution. Les carabiniers sont à la cavalerie, ce que sont les carabiniers à pied pour l'infanterie. C'est une cavalerie d'élite. Donc ils ont un uniforme à fond bleu avec un bonnet à poil. Le bonnet à poil, il est juste un petit peu plus court par rapport à l'infanterie, justement, par rapport à la prise que pouvaient avoir les cavaliers par rapport. Donc en 1809, Napoléon a épousé Marie-Louise. Et puis décide de reformer ces régiments de carabiniers. Et la légende raconte que c'est Marie-Louise qui a donné donc cet uniforme blanc distingué de bleu de ciel aux carabiniers. D'ailleurs, ils ont une coiffure, un petit peu une tenue qui les rapproche un petit peu de la cavalerie autrichienne avec ce fond d'uniforme. Donc l'histoire dit que c'est Marie-Louise qui aurait inspiré Napoléon pour la tenue de ces deux Pourquoi il n'a pas de carabine? Pourquoi il n'a pas de carabine? Alors, carabinier, c'est parce que justement l'arme était rayée. Et donc les carabiniers, pour justement charger leur arme, devaient avoir un petit maillet. Et là, la balle était mise dans le canon de force, puisque le canon était rayé. Alors que les autres canons qui étaient à lisse, un cheval, il ne pouvait pas le charger. Ouais, mais enfin, à l'époque, on distinguait. Les mousquetaires étaient cavaliers. Ils combattaient à pied, mais ils étaient montés. Donc les carabiniers, on peut supposer que dans le moment de leur création, c'est une infanterie portée, comme les dragons. Les dragons, c'est une infanterie portée. Les dragons sont formés pour combattre aussi bien à pied qu'à cheval. Puisqu'en 1805, au moment de la campagne d'Autriche, Napoléon va créer des régiments de dragons à pied dans la prévision d'être montés avec les chevaux de prise autrichiens. Donc il y a le croton de Napoléon, justement, qu'on lui a reproché, c'est d'avoir mis des vieux régiments de dragons à pied et d'avoir mis à cheval des gens de régiment où les gars ils savaient à peine monter. Et on avait dit c'est une grosse faute parce que autant laisser des cavaliers émérites sur des chevaux, des gars qui savent monter, que mettre des jeunes qui sont voilà. Donc on a donc 2 régiments qui se différencient juste par la couleur des pattes de parement. Donc ils ont les deux ont la couleur du ciel. C'est juste la patte de parement, un qui reste blanche et l'autre qui affonde le ciel. Et juste une remarque. Un crispin pour pouvoir savoir quel est le régiment. Voilà. Et une remarque, c'est que les carabines des cavaliers sont rattachées à leur ceinture, ce qui fait qu'ils tirent le coup unique qu'ils ont, ils lâchent le fusil et le fusil reste rattaché à la ceinture. Donc on peut imaginer que son fusil est de l'autre côté aussi. Hein. Oui. Mais disons qu'ils n'ont pas besoin de tenir en permanence à la main. Ils peuvent le lâcher à cheval, on peut pas le charger. Pour la campagne de Russie, ils vont se retrouver, certains vont qui vont être surarmés, parce que les lanciers vont partir avec un mousqueton, une lance, le sabre et une paire de pistolets. Et il y en a beaucoup qui vont, donc on part au mois de juin, on part en Russie. À partir de la mi-juillet, on a perdu un tiers des chevaux. Voilà, donc les cavaliers, pour s'alléger un petit peu, on va balancer un petit peu de truc. On va juste conserver le sabre, parce que le sabre reste par excellence l'arme du cavalier, et on va conserver la paire de pistolets dans les fentes. Les mousquets vont être considérés comme étant inutiles. En plus, c'est une arme de choc. Donc automatiquement, qui dit arme de choc, c'est une arme qui est faite pour la charge, comme les cuirassiers. Donc les cuirassiers, le mousqueton, au bout d'un moment, ils vont le balancer, quoi. Sauf que le mousqueton était aussi équipé d'une baïonnette. Donc des cavaliers équipés d'un mousqueton avec une baïonnette, beaucoup vont trouver ça que c'est un petit peu exagéré.
Bon, les grenadiers à cheval de la garde impériale, chevaux noirs. Vous voyez monter sur des chevaux noirs. Non, cheveux noirs, C'est chevaux noirs. Lors d'une prochaine expo, je ramènerai un mousqueton de cavalerie pour montrer les... Je vais poser une petite question. Là, ceux qui portent, c'est une perruque. Non, ils ont les cheveux poudrés. D'accord. Les cheveux poudrés. Alors, à partir de 1806, Napoléon va décréter que pour des mesures d'hygiène, on va couper les cheveux des soldats. Parce qu'on considère qu'effectivement, des hommes qui roulent, enfin, je veux dire, c'est pas une armée qui se déplace sous le temps d'Empire, c'est pas un village de vacances, quoi. D'ailleurs, si les contemporains ont noté que Napoléon se lavait les dents, c'est que c'était pas tout le monde qui le faisait. En plus, on raconte que quand il est en Autriche, il va se baigner à poil dans le Danube au milieu de ses soldats, et puis tout le monde le regarde avec les yeux comme ça en disant c'est quoi ce type qui va se laver? Donc on peut. Alors j'ai une anecdote. En 1814, quand l'armée française se rapproche de Toulouse, l'armée française, elle est à. Putain, je me rappelle plus le nom patin. Muret. L'armée française est à Muret. Alors il faut s'imaginer, en 1814, il n'y a pas d'avion dans le ciel, il n'y a pas de voiture. Hein. Donc la campagne, c'est les petits oiseaux. Hein. C'est vous les petits oiseaux. Et l'armée française est à Muret, et à Toulouse, on la sent. On la sent. On la voit pas, on la sent. Donc vous dire que l'odeur de suin animal et l'odeur d'homme qui ne s'est pas lavé, parce que les Français retraitent depuis Victoria. Hein. Donc depuis Toulouse, c'est en avril 1814, ils retraitent depuis juin 1813. Les types. Hein, ils ont tenu les gaves en hiver, et les types ils arrivent à Toulouse, et l'armée, on la sent. Donc pour vous dire ce que ça doit être l'ambiance. Et on entend venir souvent, il y a le bruit aussi des chariots sur les routes, enfin voilà. Bon là on a un hussard avec la police chaussée, avec un autre hussard. Donc c'est pareil, donc il y a eu 12 régiments de hussards, chaque régiment de hussards a ses propres caractéristiques distinctives qui permettent effectivement de les différencier. Alors, il y a beaucoup d'unités hein, qui vont s'habiller, ce qu'on appelle l'uniforme à hussarde. C'est les régiments de garde d'honneur. Chaque ville aussi qui va recevoir la visite de l'empereur va aussi créer des gardes. Alors c'est vrai que c'est bon ton de mettre des uniformes à hussarde parce que c'est très beau avec cette espèce de police, c'est très élégant. Voilà, donc c'est beaucoup de villes. Avec les bottes à la hongroise. Alors la botte à la hongroise, elle doit marquer 13 plis ici, pour justement faciliter le pliage du coup de pied. Voilà l'officier général. Donc quand le plumet est blanc, c'est un général en chef. Quand le plumet est noir, c'est un subalterne. Mais c'est toujours un officier général. Mais celui-là, c'est un chef de corps d'armée. Il a le crachat. En plus, oui. Pareil. Alors, ce qu'on a appelé l'uniforme à la polonaise, c'est-à-dire c'est le turca, c'est-à-dire cet habit court qui boutonne sur le devant, avec surtout cette coiffure, cette chapska, qui est encore portée par l'armée polonaise actuelle, hein, avec de taille beaucoup plus réduite, mais qui sera portée également, enfin c'est le marque de fabrique des lanciers, arme nouvelle créée sous l'Empire. Alors les lanciers, les chevaux légers lanciers, c'est le terme qu'il faut leur donner. Les Français seront équipés d'un casque en cuivre, et puis les Polonais qui conserveront cette marque distinctive qui les distingue entre eux. Les lanciers qu'on trouve dans la garde impériale, donc les lanciers hollandais, et puis les lanciers qui sont lanciers avec les Wagram, parce que c'est le cheval, ils sont pas lanciers, ils sont pas lanciers. Un chasseur à cheval en grande tenue, hein. Toujours c'est l'uniforme à la hussarde. Alors là, l'uniforme à la chasseur, c'est un uniforme de droit, enfin, c'est un uniforme de l'infanterie. On les appelle chasseurs à cheval, mais ils sont habillés à la hussarde. C'est-à-dire avec ce blanc et puis ça. Voilà. Donc, tout le monde a vu le lieutenant, tout le monde connaît la peinture de David qui représente le lieutenant de Dieudonné, hein, officier chasseur à cheval chargeant. Donc voilà, avec ce luxe, hein, avec cette peau de panthère en tapis de sel, hein, qui montre bien qu'effectivement c'est la garde impériale. Dieudonné qui a été retrouvé à Vilnius. D'ailleurs à Vilnius, hein, oui. Parce qu'on a retrouvé une partie de son uniforme. Et qu'il a été réenterré avec ses collègues, c'était à Vilnius.
On va dire les indispensables. Ah, c'est les femmes, hein. Ah ouais, elles sont là, elles sont présentes à la Grande Armée. Il y en a qui ont combattu sous uniforme. Il y en a même une qui a été, il y en a 2 ou 3 qui ont été même décorées par l'empereur. Hein. Ces femmes qui ont combattu. Une qui a pris la place de son frère, et puis d'autres qui ont combattu. Et puis, ces femmes sont là. Alors, ce sont Aldera qui représentent une cantinière qui remplit d'eau de vie les vers des soldats qui sont en première ligne, qui affrontent les Anglais. Alors c'est vrai que quand on voit le tableau, les baïonnettes se touchent entre les Français et les Anglais, mais la femme est là, au milieu des troupes, et elle distribue. Alors la légende raconte que ce jour-là, elle a offert l'eau de vie aux soldats, elle s'est pas fait payer, mais sinon leur service était payé. Les soldats allaient dans la tente de la cantinière, et puis ce soir-là on faisait bonbons, et puis voilà. Alors, ils étaient aussi récupérés aussi beaucoup de choses que les soldats avaient trouvé. À l'époque, on ne maraudait pas. Les soldats étaient des grands, ils trouvaient beaucoup de choses. Ils trouvaient des poules, ils trouvaient plein de choses. Perdu. Et d'ailleurs, en Pologne, on raconte avec leur baguette de fusil, ils sondaient le sol parce que les Polonais, souvent pour éviter le pillage des troupes françaises, avaient camouflé, avaient enterré le peu de provisions qui leur restait, avaient enterré ça, et les soldats dans les fermes, dans les maisons, ils sondaient le sol avec les baguettes des fusils pour chercher ce que les Polonais avaient caché. Alors on a 2 trompettes là, magnifiques, trompettes de cavalerie. À partir de 1810 ou 1812, Napoléon décide de réglementer l'uniforme des trompettes des régiments, à la fois d'infanterie et de cavalerie, parce que dans la cavalerie, les trompettes avaient la couleur inversée du régiment. Pour être tout simplement reconnaissable. Donc le colonel montait les chevaux blancs, et les trompettes montaient les chevaux blancs, parce qu'effectivement, ça servait de point de ralliement dans la mêlée. En plus, des fois, vous risquiez dans une bataille de vous retrouver avec des types là en face qui étaient habillés à peu près comme vous. Donc, quand la trompette sonnait le rappel ou sonnait un truc et tout, hop, on reconnaissait. Et puis Napoléon a décidé de réglementer un petit peu tout ça, parce que ça va être aussi un petit peu dispendieux aussi au niveau des coûts pour les régiments. Donc il a décidé de donner à tout le monde cette uniforme en couleur vert impérial, avec cette livrée impériale. Donc le livret, c'est une aigle, le N, une aigle, une N, avec ce mélange de couleurs. Il y a 2 sortes de galons. Il y a le galon quand l'aigle et le N est de forme horizontale ou verticale. Parce que ici normalement c'est en chevron. Hein. Donc ça va pouvoir être reconnaissable. Donc ici la même trompette. Et les trompettes c'est pareil pour les cavaliers. Les trompettes ont la couleur blanche pour pouvoir être reconnues aussi dans la mêlée, parce que les trompettes chargent à côté du colonel. Donc automatiquement les cavaliers, comme je disais tout à l'heure l'anecdote de Marbeau, ils sont censés être derrière. Donc pour pouvoir les reconnaître, on se fie dans la mêlée à la cour de la crinière. Donc après un genre de chariot, hein, comme on trouvait, couleur vert de l'époque, qu'on retrouve aussi sur les canons. Ça permet également de pouvoir différencier le corps auquel appartient. On sait que les Prussiens, les Anglais peignaient leurs canons en gris, les Prussiens peignaient leurs canons en bleu, les Russes avaient aussi une couleur, enfin voilà. Donc ça permettait de pouvoir reconnaître les belligérants. Là on a un grenadier, et là, j'en avais parlé à notre peintre. J'ai dit que ça serait bien que vous figuriez un chien de soldat. Et donc elle a fait un chien. Je vais vous raconter l'histoire de Moustache. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du chien Moustache. Le chien Moustache, il est parti de Dunkerque. Il a suivi son régiment en Espagne. Et le chien Moustache, il s'est distingué en défendant le porte-drapeau de son régiment. Alors c'est pareil, ce chien, Moustache, il est connu parce qu'il a d'abord été rattaché à un régiment, son maître est mort, et puis il y a un régiment qui passait, hop, il a suivi le régiment, puis s'est attaché à un soldat. Alors, vous savez comment c'est le soir, les soldats, ils ont marché une vingtaine de kilomètres, le soir ils sont au bivouac, et puis ils partagent la patate, ils partagent la ration et tout, puis le chien est là, alors un qui lui file un bout de patate, un qui lui file un bout de pain, l'autre qui lui file un bout de viande. Et le chien suit le régiment. Il a suivi le régiment en Espagne, au point où il est devenu la mascotte, et au cours d'une bataille contre les Espagnols, le chien a défendu le porte-drapeau. Le chien, un truc, et à tel point que le général Junot, il a décoré le chien sur le front des troupes. Donc il a remis une médaille en or au chien, à Moustache,
hein, un chien, un espèce de truc. Et quand le chien est mort, le chien a été enterré avec les odeurs militaires, ce chien moustache, et les Espagnols ont déterré le chien pour lui récupérer sa médaille. Alors c'est ça qui est un peu sordide. Alors il faut savoir qu'il y a à Paris, je crois qu'il y a un cimetière des chiens, sur l'île, voilà. Et donc il y a un passionné d'histoire militaire qui a créé un monument, la mémoire du chien moustache, la mémoire de tous ces chiens de soldats qui ont suivi les belligérants. Il y a même une légende, je crois, je ne sais plus qui c'est qui raconte ça, où le type il part en Russie avec son chien et son chien le retrouve quelques années plus tard. Enfin, voilà, c'est bon. Mais il y a des histoires comme ça où effectivement on retrouve des animaux qui ont suivi leurs animaux. Il y a aussi dans les mémoires du dromadaire, où on raconte qu'après la bataille d'Essling, sur l'île Lobo, il y a un hussard qui est mort, un hussard français qui est mort, et les soldats essaient de s'approcher du corps du cavalier, et ils ne peuvent pas s'en approcher parce que le cheval défend le corps de son maître avec véhémence, parce que le cheval rue, le cheval cap, donne des coups de sabot, et puis l'empereur voudrait bien récupérer le cheval, parce que bon, un cheval pour la cavalerie, voilà quoi. Et puis comme personne ne peut approcher le cheval, il décide de faire abattre le cheval, quoi. Et le cheval a défendu son cavalier. Et dans des mémoires les noms m'échappent. À force de lire des bouquins, il m'échappe. Il y en a un qui raconte sa campagne de Russie avec son cheval, où effectivement, chaque fois qu'il trouve quelque chose à manger, le cheval passe avant et lui mange après, quoi. Alors c'est vrai que voilà, il y a cet amour entre le cavalier et sa monture, et il y a beaucoup de chevaux qui ont péri en Russie, mais il y a quand même des cavaliers qui ont réussi à ramener leur animal en France, leur animal de régiment, et ça montre qu'effectivement ce grand amour que pouvaient avoir les soldats avec leur monture. Et il y a aussi cette histoire, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, sur la guerre de 14-18, où il racontait justement l'histoire de ce cheval dans une ferme du Roussillon, là, où le cheval a été réquisitionné, et le paysan a dit, moi si le cheval est réquisitionné pour l'armée, je pars avec lui. Et le type a fait toute la guerre avec son cheval, et il est revenu en 18 à la ferme avec le cheval, et les deux avaient traversé les 4 ans de guerre. C'est des histoires qui sont magnifiques. Ça, c'est les violettes qui sont... Des violettes impériales. C'est ça, qui sont le symbole des bonapartistes. Oui, ouais. Voilà, c'est comme ça. À l'époque où c'était un petit peu pas en pleine lumière, c'était un moyen pour eux de se reconnaître. Après à la Restauration, c'était un décor. Voilà, donc ils montraient des violettes, et ils savaient qu'ils étaient dans le même camp, en gros, c'était ça. Et à l'intérieur, il y a 3 visages qui sont cachés, il y a celui de l'empereur, celui de l'Aiglon et celui de Marie-Louise, qui est là. Marie-Louise. Marie-Louise. C'est l'aiglon. Je ne pas au courant. Là, regardez là. Venez. Ah d'accord. C'est l'empereur, oui, l'empereur. Et ici, vous dites Marie-Louise. Si on n'est pas au courant, là, c'est pas évident. Exactement, oui. Mais c'est le but du jeu, c'est que ce soit caché, c'est que ce soit un message codé, quoi. Eh oui, c'est bien. Ah oui, ça, c'est l'emploi. Bon, il ne reste bien qu'à remercier maintenant Claire.